qui nous touche. Eh bien, Audrey, aux nouvelles, c'est majeur. On apprend que l'ex-prince Andrew a été finalement arrêté. Oui, dans le domaine de Sandringham, Oui. en Angleterre. Je ne sais Bravo. pas si je le prononce Oui. comme il faut. C'est en nouvelle de dernière heure, effectivement. L'ex-prince Andrew qui s'est fait passer les menottes pour soupçon de faute dans l'exercice de fonctions officielles en lien avec l'affaire Epstein. On se souvient qu'il était cité là, dans les documents, dans les dossiers Epstein. Il est soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels aux milliardaires et la police est en train de perquisitionner aussi deux résidences en Angleterre qui seraient apparemment liées à ces soupçons sur le prince déchu. Donc, on va avoir d'autres nouvelles au courant de la journée. Dans le cas d'Andrew, son nom revient depuis très longtemps. On l'a vu sur des photos compromettantes également, dans toutes sortes de documentaires. La famille royale s'en est distanciée, bien sûr, dans les dernières années. On comprendra que le roi Charles voulait plus trop rien avoir à faire avec son frère qui tombe dans la disgrâce. Alors, c'est majeur. Quelle sera la suite des choses? Très rare quand même là, que quelqu'un de la famille royale est arrêté, menotté de cette façon-là. Là, on assiste vraiment à quelque chose de particulier. On connaissait son lien avec Jeffrey Epstein. Et là, les choses se sont accélérées. Avec justement là, la publication de ces 3,5 millions de dossiers qui ont comme accéléré aussi la pression sur l'ancien prince Andrew. Alors, dans l'actualité, dans les autres nouvelles plus près de chez nous, Audrey, il y a toute la saga Marois Risky, là, hein, parce que avec le nouveau chef Charles Milliard, un des premiers gestes qu'on avait hâte de voir, est-ce qu'il allait, oui ou non, réintégrer Marois Risky? Et la réponse est non. Et non, c'est ce qu'il a annoncé hier. Première décision, en fait, en tant que nouveau chef. Première grosse décision. Il a tranché la question hier. Marois Risky ne réintègre pas l'équipe libérale. Elle devra continuer de siéger comme indépendante. Il parle des procédures judiciaires en cours là, pour appuyer sa décision. Il assure que c'est pas une punition. D'ailleurs, avant de se présenter devant les journalistes, il a parlé avec Marois Risky. Il dit que ça s'est bien passé. Il lui a annoncé sa décision. Elle-même avait déjà mentionné qu'à la fin de ce mandat-là, elle allait quitter la vie politique. Et là, la question lui a été posée à Charles Milliard concernant Gregory Kelly, qui est le conjoint de Marois Risky. Lui va demeurer au sein du caucus. Il aurait souhaité le retour de sa femme dans l'équipe, mais il va quand même rester au sein du caucus. Et d'ailleurs, il s'était retiré des discussions à huis clos là, quand il est venu le temps de discuter du cas. Charles Milliard qui a consulté le caucus, mais au final, c'est lui qui a pris la décision. Donc, les procédures judiciaires en cours, en ce moment, ne lui permettent pas de réintégrer Marois Risky au sein du caucus libéral. Et en parlant de Marois Risky, il y a la commissaire à l'éthique qui a dit qu'elle n'enquêterait pas sur la députée au sujet d'informations contenues dans le rapport commandé par le Parti libéral du Québec qui portait sur les allégations de brownies, là, les fameux brownies dans la course à la direction de Pablo Rodriguez. C'est maître Ariane Mignolet qui est la commissaire à l'éthique. Elle dit qu'elle n'a pas les motifs raisonnables de croire que l'élu aurait utilisé ou permis l'utilisation de ressources de l'État à des fins partisanes. Donc, l'enquête du commissaire à l'éthique, il n'y en aura pas. Dans le cas de Marois Risky, dans le contexte actuel, c'est la bonne décision. C'est-à-dire, autant où Marois Risky est une parlementaire très habile, très appréciée, puis Charles Milliard l'a souligné d'ailleurs hier, mais avec tout ce qui est en train de bouger, quand même qu'il n'y aura pas effectivement d'enquête de la commissaire à l'éthique sur Marois Risky, il reste quand même il y a la poursuite. Madame Heinz qui lui réclame $1,5 million de dollars dans toute cette saga-là. Alors, ça aurait été délicat, là, avant même de faire la lumière, d'aller au fond des choses sur cette histoire-là, de réintégrer Marois Risky à l'intérieur du caucus. Alors, dans ce cas-ci, j'ai l'impression que Charles Milliard a un peu joué la trappe, là. Il est allé avec la décision qui était peut-être un petit peu plus confortable dans les circonstances, mais étant donné qu'il commence, ça fait quelques jours à peine là, qu'il est le nouveau chef du Parti libéral, puis tu sais, il va devoir remonter la marque libérale, alors c'est sûr qu'il ne veut pas avoir nécessairement de distraction là, à court terme là-dessus. On a beaucoup suivi la saga, le bras de fer entre Québec et les médecins. Hein? L'automne dernier, c'était psychodrame pratiquement, qui finalement s'est réglé pour ce qui est des médecins de famille. Oui. Hein, ça s'est réglé avec une entente de principe qui a été acceptée.
Oui, il y a eu des concessions quand même, mais... Oui, des concessions de la part de Québec. Québec a concédé, a reculé sur à peu près tout ce qu'il y avait sur la première mouture de la loi 2. Mais là, pour les spécialistes, c'est toujours pas réglé. C'est pas réglé. Et on s'entend pas sur la rémunération entre Québec puis la Fédération des médecins spécialistes. On ne s'entend pas sur les hausses salariales qui sont réclamées. D'ailleurs, François Legault, hier, a dit que c'était des hausses qui n'étaient pas raisonnables. La Fédération des médecins spécialistes du Québec réclame une hausse de 17 mais la demande aurait été ramenée à 14,5 %. C'est encore trop pour Québec qui refuse d'aller au-delà du 11 % d'augmentation. Le gouvernement veut limiter la hausse des médecins spécialistes pour réduire l'écart salarial afin de rendre la médecine familiale plus attrayante. La Fédération des médecins spécialistes a déjà annoncé qu'elle avait l'intention de mettre en place des moyens d'action pour dénouer cette impasse-là avec le gouvernement Legault. Il y a un plan d'action d'ailleurs qui doit être présenté aux délégués de la Fédération ce soir, mais on dit que les mesures retenues ne vont pas affecter les soins directs aux patients. Donc, c'est pas réglé encore là, la négociation avec les médecins spécialistes et ça se complique. Ça va être intéressant de voir ce sera quoi les moyens de pression qui vont être choisis, parce que je veux bien, là, on va pas affecter les soins aux patients, c'est parce que c'est déjà extrêmement difficile de se faire soigner. Là. De grâce, épargnez-nous. Et dans l'opinion publique, historiquement, là, souvent, puis les médecins de famille avaient peut-être davantage la sympathie du public, disons, que les médecins spécialistes. Il faut dire que les manchettes avaient été parfois très dures. Il y avait des primes, des fois, tu sais, la prime jaquette, la prime pour arriver à l'heure, la prime... Fait qu'au fil des ans, dans l'opinion publique... Puis, souvent, dans les batailles syndicales, je trouve que c'est l'angle mort de bien des négociations. La bataille des relations publiques, la bataille de l'opinion publique. Ça, il ne faut pas que les spécialistes le perdent de vue. Tu sais, il y a des chiffres là, qui circulent, puis ça marque l'imaginaire. On a vu passer le 600 000. On ne pas tous les médecins spécialistes qui font 600 000, là, c'est sûr. Mais ça marque l'imaginaire. Alors, ça, gardez ça en tête lorsque vous allez jaser de vos moyens de pression. Parlant du domaine de la santé et des médecins, là, souvenez-vous, rapportons-nous... à l'été dernier, l'automne dernier, quand il y a eu ce bras de fer avec les médecins, il y en a plusieurs pour qui ça a été la goutte qui faisait déborder le vase. Il y a plusieurs médecins qui ont dit, là, c'est assez, là. Moi, je réoriente ma pratique, je m'en vais, je change de province, je m'en vais dans le privé. Là, on a un petit aperçu des chiffres, là. Le nombre de médecins qui, jusqu'ici, ont quitté le réseau public. C'est un rythme inquiétant, celui avec lequel le système de santé publique perd des médecins au Québec. On parle de plus de 1000 médecins qui ont quitté le régime public, dont plusieurs âgés qui choisissent de finir leur carrière au privé. Il y a plus de 1000 médecins aussi qui étaient désaffiliés de la Régie de l'assurance maladie du Québec en date du 4 février. Les 2/3, à peu près 692, sont des médecins de famille. C'est le plus grand nombre jamais enregistré par la RAMQ depuis 2019. Depuis 5 ans à peu près, là, l'attrait du privé est en expansion, en explosion au Québec. Même si le gouvernement, on dit, a réussi à limiter les départs dans les 10 derniers mois, ça reste que c'est alarmant, selon plusieurs, là, de voir à quel rythme on perd des médecins de famille. C'est la réforme de la loi 2 du gouvernement là, qui voulait obliger les médecins à prendre en charge plus de patients, qui aurait convaincu plusieurs d'entre eux de partir. Et depuis avril, les médecins doivent obtenir une autorisation pour quitter le public. Toutes les demandes des médecins de famille ont été refusées. Mais Québec a reculé, on en a parlé tout à l'heure, mais plusieurs estiment quand même que le mal est fait. Mais moi, quand j'entends toutes ces nouvelles-là, je me demande, est-ce bientôt la fin de notre système, entre guillemets, public, entre guillemets, gratuit? Ben, la fin. La quantité d'impôts qu'on paye, la quantité du budget de la, est-ce qu'on est capable de supporter ça, avoir tout le monde qui quitte les services qu'on n'est plus capable d'offrir? Les temps vont être durs. Les temps, pour répondre à ta question, les temps vont être durs. Est-ce que quand la moitié du budget du Québec est destiné à la santé, est-ce qu'il va y avoir un réseau public encore? La réponse est oui. Est-ce que le privé va prendre peut-être davantage de place? Est-ce que des gens qui ont les moyens vont dire, moi, je suis tanné d'attendre, je m'en vais au privé? Oui, puis on le voit là. Mais je vais vous dire une chose. Les chiffres qu'on a ce matin, là, 1064 médecins, c'est juste la pointe de l'iceberg. Parce que là, disons là, ce qu'on me raconte, là, okay, il y a des médecins qui ont envoyé une lettre à leurs patients, disons, en début d'année, donc janvier. Et selon certaines règles, entre autres, au niveau du Collège des médecins, il faut que tu donnes comme 3 mois là, de préavis là, pour un peu fermer tes dossiers, etc. Ça nous amène, nous, 3 mois?
Ça nous amène fin mars, début avril. Attendez de voir les chiffres à ce moment-là. Ça va fesser. Puis, ce sera quoi les conséquences maintenant sur le réseau qui ne fonctionne déjà pas? Regarde, on va faire un petit calcul rapide, OK? 1064 médecins qui quittent le réseau public. Supposons que, prenons un médecin de famille qui suit à peu près 1000 patients. Ça en fait du monde qui tombe orphelin. Là. Plus qui s'ajoutent aux orphelins déjà. Qui existent déjà. Où on n'est pas capable de leur attitre un médecin. Et déjà, il y a plusieurs médecins qui doivent repousser leur retraite, par exemple. On leur demande de rester plus longtemps justement parce qu'on manque de médecins. Donc, ça crée toute une situation. Dans ce contexte-là, pas sûr qu'ils vont repousser leur retraite. Pas tant que ça. Tant que ça, il y en a plusieurs qui avaient pris leur décision. Charles-Antoine, au sport, t'as dit qu'Équipe Canada a joué sur notre pression hier. Tu sais, pour plusieurs, c'était un des plus grands matchs de l'histoire du hockey masculin. Puis on va peut-être l'oublier, puisque dès vendredi, il y aura une demi-finale. Tu sais, c'était un quart de finale. Mais dans cette rencontre, il y a eu tellement de rebondissements. D'ailleurs, aujourd'hui, on devrait avoir une mise à jour de l'état de santé de Sidney Crosby, qui s'est blessé. Son genou a absorbé l'impact. Et ce qui est quand même particulier, c'est que Sidney Crosby a quitté le match. On l'a remplacé par qui? Nick Suzuki, aux côtés de Mark Stone et Mitch Marner. Et c'est Suzuki qui a marqué le but égalisateur en fin de rencontre et Mitch Marner qui a marqué le but gagnant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le message sur X de Roberto Luongo, qui est toujours très, très drôle, il dit si Mitch Marner était né pour porter la feuille d'érable sur son chandail. Mitch Marner a longtemps été un membre des Maple Leafs. Avec la feuille d'érable. Avec plusieurs difficultés dans les grands matchs. Donc, le message résumait tellement bien la situation. On adore, Lou. Dès vendredi, c'est Canada-Finlande. Et là, tu sais, ces nations, là, hier, la Tchéquie, il y a du gros calibre. La Finlande, c'est un paquet de joueurs clés, de joueurs vedettes. Sébastien Aho, Teravainen, Artturi Lekonen, l'ancien du Canadien qui a marqué le but gagnant en prolongation. Parce que hier, 3 des 4 quarts de finale se sont réglés en surtemps. Les Américains ont marqué en prolongation face à la Suède. Donc, ce sera pas simple non plus vendredi contre la Finlande. Mais Charles-Antoine, t'imagines la catastrophe si le Canada s'était fait sortir en quart de finale par la Tchéquie? Je veux rien enlever à la Tchéquie, là. T'as dit que c'était une bonne formation Deuil aussi. national. Non, mais ça aurait été terrible, sincèrement. Là. Moi, j'étais devant ma télé hier. Là, puis, Mais en même temps, c'est une bonne chose. Bon, c'est facile à dire maintenant qu'on a gagné, mais c'est une bonne chose de vivre l'adversité. Le Canada avait eu une petite promenade dans le parc depuis le début de la phase éliminatoire, tu sais, de se faire challenger, d'activer la fierté. Et j'ai senti, et les joueurs l'ont mentionné après le match, qu'ils ne paniquaient pas. Et contrairement à moi. Dans mon exact. Il y a plusieurs personnes, je pense. Exact. Non, mais tu sais, de te rendre compte que tu es dans le tournoi olympique et que tu ne peux te permettre des petits laissers-aller. Moi, je pense que ce match-là va propulser le Canada jusqu'en grande finale, puis rendu là, on verra. OK. Aujourd'hui, Canada-États-Unis chez les femmes en finale au hockey. C'est à 13h10, heure locale. 7 de suite. Hein. Les Américaines ont gagné les 7 derniers duels face aux Canadiennes par des pointages élevés. Là. 5-0 au début des Olympiques, 10-1, du 6-1. Il va falloir avoir un très bon début de match. Les femmes ont eu de la difficulté en début de rencontre dans les derniers duels. Je sais pas si c'est juste mon horaire, mais il me semble que cette année, avec le décalage horaire, c'est dur de suivre les compétitions. Je sais, puis je me dis, tu sais, nous, on travaille le matin. Ouais. Donc, moi, j'arrive à la maison, je peux comme me mettre à jour, mais les gens qui travaillent un 9 à 5, c'est pas évident. Ou il y a bien des bureaux qui ont vu... Il y a bien des télés allumées. Oui, que la productivité en ce moment au Québec là, doit chuter drastiquement au Canada également. Merci Charles-Antoine, on se reparle tantôt. Isabelle, Taylor Swift qui est encore en tête des ventes. Et ça, c'est pour faire plaisir aux Swifties pour une 4e année consécutive, mais c'est la 6e fois. C'est en position. Billie Eilish en 9e. On retrouve Sabrina Carpenter, Morgan Wallen, le country, Kendrick Lamar, Bad Bunny, 5e position. The Weeknd, canadien, Drake aussi. Puis Stray Kids arrive en numéro 2. Donc, pour faire le classement, finalement, ils ont calculé les ventes mondiales, autant dans le streaming, téléchargement, support physique au cours de la dernière année civile pour l'ensemble de l'œuvre. Donc, 12e album de Taylor Swift qui est encore au sommet. Je suis surprise parce que quand on est arrivé dans les bilans de fin d'année, Taylor Swift n'était pas nécessairement là. C'était toujours Bad Bunny qui arrivait, mettons, numéro 1 des écoutes. Puis on se disait, crime, c'est drôle, on a parlé de Taylor Swift toute l'année. Puis quand arrivent les bilans, on la retrouve pas dans les top 10. Et là, tu vois, finalement, chloup, la vapeur est là où ça compte. Quand l'argent rentre, elle est là. Faut être bon quand ça compte.